Bonjour et bienvenue à la Villa Masséna, villa qui représente aujourd'hui une des dernières villas telles qu'on pouvait la voir à la Belle Époque sur cette promenade des Anglais. On est en 1898, le prince d'Essling décide de se faire construire une villa de plaisance sur la promenade et va donc décider d'acheter un terrain où on a deux villas, les villas d'Iesbach, les faire détruire et va recruter deux personnages importants, Édouard André, qui est paysagiste au XIXe siècle, et Aaron Tessian, qui est l'architecte. Eux deux vont avoir un défi, construire cette villa dans un espace restreint. Alors lorsque vous regardez la Villa Masséna, vous voyez aujourd'hui deux villas. Ça dépend le sens et le regard qu'on veut y porter. On est ici devant l'entrée principale de la villa. On est au 65 rue de France et on est devant un hôtel particulier. On voit un immeuble qui est malgré tout en retrait et qui n'est pas massif. On n'est pas dans un bloc qui pourrait correspondre à un HLM. On est dans une demeure qui, par sa construction, par ses avancées, par son porche, va donner une légèreté à une structure qui se veut malgré tout imposante et cadrée par rapport au nombre de fenêtres, parce que le prince d'Essling avait bien sûr mis des règles. Il voulait la lumière dans toutes les pièces, il voulait des fenêtres qui soient identiques, il voulait donner une ambiance à sa demeure. De l'hôtel particulier à la villa de plaisance, il suffit de faire un tour dans le jardin. Ce jardin dessiné par Édouard André, qui a dessiné à peu près 20 jardins sur la Côte d'Azur, et nous avons la chance aujourd'hui, c'est le dernier jardin dessiné par un des plus grands paysagistes du XIXe siècle. Ce jardin, Édouard André avait des difficultés à faire rentrer l'intégralité de sa volonté, c'est-à-dire travailler à la fois sur un jardin à l'anglaise et un jardin à la française. Mais lorsqu'on est sur ce site, on se rend compte que le pari a été gagné. Et puis, la villa de plaisance. L'autre côté, le côté où on se trouve du côté de la Méditerranée, du côté de la mer, même si on ne vient pas se baigner. Et cette villa de plaisance, on a des thématiques. On va retrouver la Maison Blanche, on va retrouver la Villa Rothschild à Cannes. On va retrouver ces colonnades, on va retrouver ce mode de légèreté qu'on a l'habitude de trouver en Toscane. Alors la Villa Masséna, lorsqu'on la regarde, on trouve cette légèreté liée à la manière dont on va mettre de la fantaisie autour des fenêtres, par exemple. Une fantaisie réfléchie, mais fantaisie parce que l'ensemble des éléments sont toujours dans une idée de donner une âme néoclassique ou une âme italienne. En ce qui concerne le côté italien, c'est les persiennes. Le côté italien, c'est ces persiennes qu'on peut trouver dans la vieille ville, dans tous les éléments tels qu'on le voit sur cette Riviera. Et puis le côté parisien, c'est que ces persiennes s'intègrent complètement dans le cadre et disparaissent. Et donc on est dans une demeure qui a de la fantaisie, qui respecte les grandes lignes du néoclassisme ou de la volonté italienne, mais qui s'intègre complètement dans un site avec des références fortes, qui nous permettent aujourd'hui aussi de faire classer la Villa Masséna avec son intérieur au monument historique. La Villa Masséna, construite en 1898, habitée à partir de 1900, avec une donation en 1917 avec des obligations. La première, c'est que le jardin d'Édouard André soit toujours ouvert gratuitement au public. La deuxième, c'est que les salons du rez-de-chaussée dans lesquels nous nous trouvons soient toujours avec le mobilier et avec le décor de l'époque. Ce décor, lorsque vous le regardez, vous avez des boiseries, des portes, des trumeaux. Ils ont une particularité. Elles ont été achetées en 1898 à la période de la construction de la villa à Gauvonne, un petit château, une collectivité à côté de Turin. Le prince d'Essling avait une volonté, c'est que son décor soit italianisant et qu'il soit proche de l'Empire. Et le château de Gauvonne, c'est l'Italie. Donc il achète ce mobilier, il achète l'ensemble des portes et il demande à Aaron Messiaen de les intégrer. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce travail,
on se rend compte que l'intégralité des boiseries ont été complètement adaptées à cet espace. Alors, il ne s'est pas arrêté uniquement aux boiseries, il suffit de lever la tête et regarder les plafonds. Les deux plafonds, celui du salon des portraits et celui du grand salon, représentent la chambre et l'antichambre de la reine Marie-Christine. Deux pièces importantes, et si vous allez à Gauvon, vous aurez exactement les mêmes présentations. En fait, lorsque vous regardez ce décor, le prince d'Essling a fait du développement durable, a utilisé pour la construction des éléments existants afin de mettre en valeur l'image qu'il voulait donner de sa famille. Et puis, dans la pièce où nous nous trouvons, nous avons Napoléon Ier et derrière moi, Napoléon III et Eugénie. Napoléon Ier fait du maréchal Masséna l'enfant chéri de la victoire. Napoléon III et Eugénie, le pouvoir en place, mais la famille Masséna, de leur côté, sont très proches aussi, puisque la mère de Victor Masséna était grande dame de cérémonie d'Eugénie. Alors, lorsque vous regardez cet espace, il est avec un décor néoclassique italianisant, et puis les obligations sont de montrer le mobilier. Et dans le mobilier, par exemple, vous avez une horloge, l'amour qui cache les heures. Lorsque vous regardez de près cette horloge, vous verrez qu'il n'y a pas d'aiguille dessus. Vous pourrez remarquer qu'il n'y en a qu'une parce qu'elle a une particularité, c'est le cadran qui tourne et non pas les aiguilles qui vont donner l'heure. Tout le mobilier, tout l'ensemble a été choisi comme un décor particulier dans lequel les invités vivent et font partie d'un ensemble. Un autre élément d'architecture notable dans les salons du rez-de-chaussée, c'est le jardin d'hiver. On a abordé au début la villa, son entrée, le côté nord, et cette importance pour les personnes qui viennent en villégiature, d'octobre à février, d'être dans les jardins. Et à Nice, vous le savez tous, il ne pleut jamais, mais pour les Anglais qui viennent pour rester dans les jardins, ils vont importer quelque chose d'important. Ils ont l'habitude d'aller dans les colonies, de récupérer les plantes exotiques, les plantes rares. Ils ont l'habitude de les mettre dans les serres. Et pour compléter la villa, ils ont l'habitude de créer un jardin intérieur. Ce jardin qui permet à la fois de présenter des plantes rares, mais aussi, en cas de pluie, ce qui est rare, de pouvoir être à l'extérieur tout en étant à l'intérieur. Être directeur de la Villa Masséna, c'est une chance, c'est un plaisir. Et c'est une chance de pouvoir protéger le patrimoine. Une chance que j'ai pu avoir après une carrière dans la culture depuis plus de 42 ans, suite à la volonté de passer un concours et m'intégrer réellement dans une filière culturelle. J'ai décidé de devenir assistant de conservation du patrimoine. Et puis ce concours m'a permis de découvrir un musée fermé. Et c'était un peu complexe à l'époque puisqu'on m'a proposé de devenir la personne qui allait pendant 2 ans travailler sur l'ouverture d'un musée. Et en 2006, ce bâtiment était en construction. Je n'étais pas non plus un grand spécialiste du patrimoine et je me suis formé à côté de personnes qui sont tous passionnés. Lorsque vous prenez les restaurateurs du patrimoine, lorsque vous regardez toutes les personnes qui interviennent pour les restaurations, pour les boiseries, pour les cadres dorés, comment ces gens ont envie de protéger, ils vous donnent une envie de faire pareil. Et aujourd'hui, pour moi, le musée Masséna, c'est le bon équilibre entre l'histoire et la vraie vie.